Quand la santé de nos enfants devient la monnaie d'échange pour nos données et nos minerais, qui sort vraiment vainqueur du pacte de Ouagadougou? Le 25 février 2026, à Ouagadougou, un simple document a fait trembler non seulement le Sahel, mais aussi les couloirs de Washington. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré, le visage même de la résistance contre la néocolonisation, a accepté ce que beaucoup voient comme un pacte historique. 147 millions de dollars, signés avec les États-Unis, sous l'étendard de l'America First Global Health Strategy. Mais derrière les applaudissements officiels et les photos souriantes, une question brûlante s'impose. Ce pacte est-il le signe d'une renaissance africaine ou le début d'un nouvel asservissement, invisible mais bien réel? Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, Traoré clamait que l'époque où les enfants africains mendiaient des miettes aux tables des maîtres était révolue. Nous cultiverons notre blé, ou nous mourrons dans la dignité. Ces mots ont enflammé l'espoir, de Ouagadougou à Atlanta. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce même homme qui accepte un chèque américain colossal. En surface, on parle de lutte contre le paludisme, de prévention du VIH, de surveillance sanitaire. Mais qui a vraiment lu entre les lignes de ce document? Pourquoi Washington, qui coupe son aide mondiale et quitte l'OMS, investit-il autant dans les laboratoires burkinabais? Qu'est-ce qui se cache derrière ce soudain élan de générosité? Car ce n'est pas seulement une signature sur un accord, c'est un tournant géopolitique. Quand Traoré signe, ses partisans se taisent, sidérés. Comment le champion de la souveraineté africaine peut-il accepter un deal qui affirme, noir sur blanc, la priorité des intérêts américains? Écoutez bien le nom de la stratégie, America First. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est une feuille de route, un calcul précis pour garantir la suprématie américaine, même sans base militaire. Le piège, c'est la conditionnalité. Pour chaque dollar versé, le Burkina doit investir 107 millions en santé. C'est Washington qui dicte la structure du budget national, qui impose ses équipements, ses normes, et bientôt, ses experts dans les hôpitaux burkinabais. L'aide devient un cheval de Troie. Si l'Amérique ne peut plus contrôler les frontières, elle veut contrôler les données. Le vrai enjeu n'est plus dans les palais, il est dans les serveurs, dans la capacité à dire non, jusque dans les villages les plus isolés. Accepter ces millions, c'est choisir entre la survie immédiate, celle d'une mère voyant son enfant lutter contre le palu, et l'indépendance à long terme, le contrôle sur nos ressources, nos données, notre futur technologique. L'histoire coloniale nous a enseigné que la domination se cache parfois sous la promesse du progrès. Alors, le pacte de Ouagadougou, chance inespérée ou cadeau empoisonné? Avant de juger, il faut comprendre le contexte et les rouages de cette nouvelle stratégie américaine en Afrique. Replongeons ensemble dans les coulisses de cet accord et découvrons ce que l'avenir nous réserve. Ce qui semble un simple programme de santé est en réalité le fruit d'un bras de fer géopolitique et d'un héritage colonial réinventé. Regardons de plus près ce qui se joue au Burkina Faso. L'histoire récente du pays est celle d'un basculement spectaculaire. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, a créé la surprise en chassant les forces françaises, mettant fin à des décennies de présence militaire et d'influence directe de Paris. Exit la France-Afrique, ses bases et ses accords opaques. Ouagadougou tourne le dos à l'Occident et se rapproche de Moscou, Pékin et Téhéran. Une affirmation de souveraineté, certes, mais aussi un saut dans l'inconnu. C'est dans ce contexte que débarque le nouveau partenaire, les États-Unis, et pas n'importe comment. La signature d'un accord de santé de 147 millions de dollars, sous la bannière de l'America First Global Health Strategy, n'est pas une simple opération humanitaire. Derrière les discours sur la lutte contre le VIH, le paludisme ou la surveillance épidémiologique, se cache une logique de puissance, voire de contrôle. Car il suffit de lire les termes du contrat. Washington ne se contente pas d'apporter de l'argent. L'accord exige que le Burkina Faso augmente aussi, avec ses propres fonds, le budget national de la santé. Plus qu'une aide, c'est une injonction. Les priorités sanitaires du Burkina ne se décident plus uniquement à Ouagadougou, mais doivent désormais être alignées sur les indicateurs et les standards américains. Ce n'est pas tout. La stratégie America First, tout est dans le nom.
L'objectif n'est pas seulement de sauver des vies burkinabais, mais d'empêcher qu'une prochaine pandémie n'atteigne les côtes américaines. Les laboratoires financés par les États-Unis vont bientôt s'intégrer au ministère burkinabé de la Santé. Du personnel américain travaillera main dans la main avec les médecins locaux. En apparence, rien de plus louable. Mais, comme le dit un proverbe populaire, quand on vous tend la main, il faut regarder ce qu'elle garde dans l'autre. Car derrière cette générosité se trament de nouveaux réseaux d'influence. L'aide américaine introduit des logiciels, des équipements de surveillance, des méthodes de collecte et de stockage des données, tous calibrés pour servir d'abord les intérêts stratégiques de Washington. L'infrastructure sanitaire devient peu à peu dépendante d'outils, de formation et de normes américaines. Même les choix de recrutement, d'achat ou de traitement des données ne sont plus totalement souverains. Cette dépendance structurelle s'ajoute à la pression. Si demain le Burkina Faso refuse d'obéir ou décide de changer d'allié, il risque de voir toute sa chaîne de santé s'effondrer, paralysée par le retrait de soutien ou l'incompatibilité des systèmes. C'est l'architecture invisible d'un nouveau rapport de force. Certains diront « mais il faut bien soigner la population ». Oui, évidemment. Mais à quel prix? Quand l'accès aux soins se paye par la cession des données biologiques, par l'installation de serveurs contrôlés à distance, ou par l'obligation de rapporter toute découverte de pathogènes d'abord à Washington, ce n'est plus de la solidarité. C'est un échange inégal. On voit déjà fleurir les premiers débats dans la presse et les réseaux sociaux burkinabais. Ces 147 millions de dollars sont-ils une manne ou un piège doré? Les experts alertent. L'aide conditionnée peut devenir un cheval de Troie. Une fois la dépendance installée, difficile de retrouver la souveraineté sur ses propres décisions de santé, sur ses données ou ses priorités budgétaires. Et ce n'est pas qu'une histoire de laboratoire ou de seringue. Ce qui est en jeu, c'est la capacité du Burkina Faso, et par extension, de toute l'Afrique, à ne pas voir ses ressources stratégiques, qu'elles soient biologiques, minières ou numériques, filées ailleurs sous couvert d'assistance. Accepter ces deals sans vigilance, c'est risquer de perdre non seulement des milliards, mais aussi l'indépendance et l'avenir technologique du continent. L'Amérique, chassée par la grande porte militaire, revient par la fenêtre du système de santé. Mais que se passe-t-il lorsque d'autres nations africaines lisent les petites lignes et décident de dire non à l'Amérique? Pourquoi le Zimbabwe et la Zambie ont-ils préféré perdre des millions plutôt que de signer ces accords? C'est la question que beaucoup se posent, et la réponse révèle l'envers du décor de ces deals de santé soi-disant gagnant-gagnant. Prenons le cas du Zimbabwe. Le gouvernement a tout simplement refusé 367 millions de dollars. Un montant qui aurait pu transformer des hôpitaux, acheter des médicaments, recruter des infirmiers. Alors pourquoi ce refus? Parce que l'accord exigeait bien plus que la construction de dispensaires. Il donnait aux États-Unis un accès total aux échantillons biologiques des citoyens zimbabwéens, sans la moindre garantie que les découvertes médicales et les bénéfices reviennent un jour au pays. Autrement dit, la population donnait son ADN pour enrichir la recherche américaine, parfois même contre elle. Écoutez Samuel Moyo, à Harare, qui résume la colère de nombreux citoyens. L'aide qui exige un crochet sur ton ADN, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'extraction. Cette phrase, simple mais percutante, dit tout. Il ne s'agit plus d'assistance, mais d'une forme moderne de troc colonial. On vous donne des vaccins, vous nous donnez votre identité génétique. Même scénario en Zambie, mais avec une nuance inquiétante. L'aide américaine en santé n'était pas seulement conditionnée au partage des données médicales. Derrière les rapports officiels, on découvre une autre condition. Ouvrir le secteur minier national, cuivre, cobalt, aux entreprises américaines. Le deal prévoyait aussi un transfert d'informations sur tout nouveau pathogène découvert pour 25 ans. Un quart de siècle pendant lequel Washington aurait eu un flux permanent d'intelligence biologique, alors que la Zambie, elle, n'aurait eu aucune garantie de retour équivalent. Ce n'est pas un partenariat, c'est un état de surveillance déguisé en hôpital, résume un analyste zambien. Quand le ministre zambien de la Santé a tenté de nier publiquement ce lien entre la santé et les mines, il a été limogé 3 jours plus tard. La pression occidentale était, de l'aveu même de sources locales, insoutenable.
On voit alors la logique profonde de la stratégie America First en Afrique. Utiliser la santé publique comme cheval de Troie pour accéder aux nouveaux ors africains. Les minerais critiques pour la technologie mondiale et les données biologiques qui façonneront la médecine de demain. Washington ne s'en cache même plus. Ils veulent éviter que la Chine et la Russie s'emparent des fondations numériques et sanitaires de l'Afrique. Mais pour y parvenir, ils sont prêts à passer des accords bilatéraux asymétriques, profitant de leur poids de superpuissance depuis que les États-Unis se sont retirés de l'OMS, l'instance où ces deals auraient pu être négociés de manière plus équitable. Dans le tête-à-tête, la règle est simple. Eux imposent, les autres acceptent, ou s'exposent au chantage financier. Ce que le Zimbabwe et la Zambie nous apprennent, c'est que la souveraineté réelle ne réside pas dans un drapeau ou un hymne national. C'est la capacité de dire non, même quand l'offre semble irrésistible. Et ce non a un prix, la perte d'investissements vitaux, la pression diplomatique, la stigmatisation sur la scène internationale. Mais à y regarder de plus près, le danger de céder est encore plus grand. Perdre le contrôle sur ses propres ressources génétiques et minières, se faire piller les données qui alimenteront la recherche pharmaceutique mondiale, accepter que le progrès médical et technologique se fasse sur notre dos, sans aucun retour équitable. Le risque est immense. Accepter ces deals sans vigilance, c'est donner nos futurs brevets médicaux, nos innovations, notre santé, en échange de quelques infrastructures ou d'un financement temporaire. C'est aussi accepter que les échantillons de nos enfants, leurs données, soient analysées, stockées, monnayées ailleurs, sans jamais pouvoir décider de leur usage. À terme, l'Afrique pourrait se retrouver exclue des fruits mêmes de la recherche qu'elle aura nourrie. Mais ce qui change aujourd'hui, et c'est peut-être l'aspect le plus encourageant, la résistance ne vient plus seulement des palais présidentiels. Dans de plus en plus de pays africains, ce sont les citoyens eux-mêmes, les ONG, les parlementaires et surtout les tribunaux qui montent au créneau. À travers l'exemple du Zimbabwe et de la Zambie, on comprend que la bataille pour la souveraineté ne se joue plus seulement entre chefs d'État et ambassadeurs. Elle se déplace dans la rue, sur les réseaux sociaux et jusque dans les prétoires africains. Alors, comment cette nouvelle forme de résistance s'exprime-t-elle concrètement? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, avec le cas emblématique du Kenya. Quand la loi et le peuple prennent la relève, la leçon kenyane qui bouleverse le jeu américain. Ce qui s'est passé au Kenya ces derniers mois est un électrochoc pour tout le continent. À première vue, l'accord santé d'1,6 milliard de dollars avec Washington ressemblait à une aubaine. Un afflux massif de fonds, des infrastructures flambant neuves, des médicaments, des promesses de modernisation. Mais très vite, la société civile, les avocats, les activistes et même certains sénateurs se sont soulevés. Pourquoi? Parce que derrière les promesses, ils ont vu le piège. Ils ont compris que la question fondamentale n'était pas juste celle de la santé, mais celle de la propriété, des données, du futur, de l'identité même du pays. Face à la pression du gouvernement et des diplomates américains, la Haute Cour du Kenya a pris une décision rarissime. Elle a gelé tout le deal, dénonçant la violation de la vie privée et le transfert asymétrique de données biologiques. Les juges ont admis ce que beaucoup chuchotaient. La santé numérique n'est plus seulement un outil médical, c'est un terrain d'affrontement stratégique. Ce sont nos génomes, nos essais cliniques, notre intelligence collective qui deviennent la matière première pour entraîner l'intelligence artificielle américaine, générer des brevets vendus ensuite à prix d'or, à l'Afrique elle-même. Comme si on vendait son propre sang, pour le racheter plus cher ensuite. Ce blocage judiciaire est une première ligne de défense, un mur invisible dressé face à l'avidité des puissances étrangères. Les Américains n'ont pas tardé à réagir. Pression financière, menaces de retrait, lobbying féroce sur les décideurs locaux pour faire sauter le verrou des tribunaux. Ils pensent pouvoir imposer leur tempo, leur modèle, comme ils l'ont fait ailleurs. Mais le peuple kényan, mieux informé que jamais, refuse de brader sa souveraineté. Les débats s'invident dans les rues, sur les radios communautaires, dans les universités. Aujourd'hui, chaque citoyen comprend ce que cela signifie de céder ses données. On ne vend plus seulement des ressources, on vend des générations entières de savoir, de potentiel. Ce qui est fascinant,
c'est la diversité des réponses africaines à cette offensive. Certains dirigeants, acculés par la crise ou le manque de financement, signent sans broncher. D'autres, comme au Kenya, s'appuient sur le droit. Au Zimbabwe, des associations de médecins ont lancé un appel contre la cession des échantillons viraux locaux. Au Burkina Faso, c'est la rue qui gronde, pendant qu'à Lusaka, des députés menacent de saisir la Cour constitutionnelle. Cette fragmentation des réactions montre que l'avenir africain ne se joue plus seulement dans les palais présidentiels, mais partout où la société civile s'organise. Le combat pour la souveraineté, c'est désormais aussi dans les serveurs, les tribunaux, les médias, les syndicats d'étudiants. La diaspora africaine joue aussi un rôle clé. Prenez l'exemple d'Amo, ce jeune chercheur installé à Atlanta, mais dont le cœur bat pour le Sahel. Lui, il a vu de près comment les institutions étrangères capturent doucement, insidieusement, l'avenir de tout un continent. Amo alerte ses pairs. Tant que nos médecins sont formés par des bourses américaines, que nos données dorment sur des serveurs en Californie, que nos budgets dépendent des cycles électoraux de Washington, nous restons structurellement dépendants. On croit acheter des compétences ou du matériel, mais on installe, sans le vouloir, une sorte de logiciel invisible dans nos institutions. Un logiciel qui dicte quoi prioriser, quoi diagnostiquer, qui soigne, qui surveille. Le risque, immense, c'est de voir l'Afrique devenir la pharmacie et la mine de données du monde, sans jamais profiter de son propre or numérique ou biologique. Imaginez un continent où, à la moindre divergence politique, les robinets se ferment. Plus d'antirétroviraux, plus de consommables, plus d'actualisation logicielle critique dans les hôpitaux. C'est un piège structurel, où même les choix souverains deviennent impossibles, car tout s'effondre dès qu'on ose dire non. La dignité et la santé des peuples deviennent monnaie d'échange. Mais ce qui se joue, c'est aussi le réveil d'une conscience citoyenne et juridique. Au Kenya, le non n'est pas venu du président, mais de la loi. C'est la preuve qu'une infrastructure invisible de résistance se construit. Juges, avocats, journalistes, diaspora, chacun dans son domaine, apprend à lire entre les lignes des contrats, à questionner les clauses, à refuser l'évidence du chantage. L'Amérique pensait verrouiller le continent avec ses logiciels. Elle se heurte à un firewall inattendu, tissé par la vigilance collective. À l'échelle continentale, on assiste à une maturation démocratique. L'exécutif est souvent tenté par la facilité de l'argent rapide, mais le législatif et le judiciaire s'affirment, posent les questions qui dérangent, exigent la transparence. L'Afrique réalise que sa souveraineté n'est pas un slogan. C'est une bataille qui se mène autant dans les salles de serveurs et les prétoires que sur les champs de bataille ou dans les urnes. Alors, quand on regarde le Burkina Faso à la lumière de la leçon kenyane, une question brûle les lèvres. Traoré, ce président qui a su renvoyer la France, accueillir la Russie, négocier avec la Turquie et la Chine, puis signer un accord santé avec Washington. Est-ce une trahison de ses idéaux, ou bien le geste le plus rusé d'une diplomatie de survie? Car au fond, comment juger le choix de Traoré, acte d'abandon ou suprême manœuvre stratégique? La réponse, c'est le cœur du prochain chapitre. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de cesser d'être le laboratoire du monde pour devenir, enfin, sa propre pharmacie. Voilà ce qui se joue dans l'accord entre le Burkina Faso et les États-Unis, et plus largement dans la vague de deals qui déferle sur l'Afrique sous couvert de programmes de santé. On croit négocier des seringues, des vaccins, des boîtes de médicaments. Mais en réalité, la matière première du XXIe siècle n'est plus le diamant ni le pétrole. C'est l'information, et plus précisément, l'information biologique. Ce n'est plus la présence militaire qui menace la souveraineté africaine, mais la mainmise sur nos laboratoires, nos serveurs, nos données, tout ce qui permet à une nation de comprendre, soigner et protéger son peuple. Le laboratoire géré par des Américains et intégré au ministère de la Santé du Burkina, ce n'est pas un simple lieu de recherche, c'est une console de pilotage dans le système nerveux du pays. L'intégration, ce mot qui semble neutre dans l'accord, signifie en réalité que les protocoles, les logiciels, les habitudes de travail, jusqu'aux critères de financement, seront calqués sur ceux de Washington. On pense acheter des médicaments,
mais on installe peut-être la future base logistique d'une influence durable, une sorte de listening post qui, en silence, redessine la carte du pouvoir. C'est là que l'histoire bégaye. Hier, on échangeait des terres immenses contre des perles, des tissus, des couvertures. Aujourd'hui, on nous propose des vaccins et des subventions. En échange de quoi? De notre ADN, de nos pathogènes, de nos minerais, de nos données de santé, le socle même de notre avenir technologique et scientifique. On croit gagner à court terme, mais à long terme, qui contrôle vraiment la valeur créée? Le piège, il est là. Cette dépendance invisible, cette sujétion feutrée où, pour chaque avancée sanitaire, il nous faudra tendre la main. Et le jour où l'on refuse de signer, où l'on se tourne vers un autre partenaire, russe pour l'acier, chinois pour le béton, alors le courant des laboratoires peut s'interrompre, les vaccins devenir hors de prix, et la santé des plus fragiles, une pièce négociable sur l'échiquier géopolitique. Ce que nous enseigne la diaspora, ces cerveaux brillants exilés d'Afrique mais toujours connectés à leur terre, c'est que la vraie résistance commence par la maîtrise locale. Amadi, jeune chercheur burkinabé à Atlanta, l'a parfaitement résumé. Avant, il venait par la porte de la caserne. Maintenant, c'est le laboratoire qui sert de cheval de Troie. Tant qu'on forme nos médecins dans des systèmes étrangers, qu'on stocke nos données sur des serveurs extérieurs, qu'on dépend de budgets venus d'ailleurs, on reste une filiale. L'autonomie politique ne suffit pas. Il faut la traduire en autonomie pharmaceutique, en contrôle total de la chaîne de valeur médicale, de la recherche à la distribution. Mais alors, comment sortir de ce piège? Première étape, bâtir une industrie pharmaceutique africaine capable de produire des vaccins, des médicaments, des tests diagnostiques. Ce n'est pas qu'une question d'usine, c'est la capacité de répondre aux épidémies sans attendre l'aide extérieure, ni se plier au calendrier politique des superpuissances. Il faut également rapatrier nos données, créer des data centers souverains, héberger nous-mêmes nos dossiers médicaux, protéger notre ADN comme une ressource stratégique. L'Union africaine, le CDC africain, montre la voie. Chaque laboratoire, chaque serveur, chaque brevet sécurisé en Afrique, c'est une victoire sur la nouvelle colonisation, celle qui ne se voit pas, mais qui décide de tout. La clé, c'est l'unité. Mobiliser la diaspora, ces chercheurs qui connaissent les codes du Nord et les besoins du Sud. Investir dans les talents locaux, former nos propres bioinformaticiens, nos propres juristes de la santé. L'alternative existe, mais elle demande de la volonté politique, du courage et une vision à long terme. Il faut aussi, collectivement, comprendre le prix caché de chaque accord déséquilibré. Exporter notre futur pour une subvention aujourd'hui, c'est hypothéquer notre indépendance, notre dignité, notre capacité à dire non. Car le risque est immense. Si nous ratons ce tournant, l'Afrique pourrait perdre ce qu'aucune génération ne pourra jamais racheter, la maîtrise de ses propres ressources vitales, la capacité de protéger la santé de ses enfants et le droit d'inventer sa place dans les sciences du vivant. Ce n'est pas simplement une question de milliards échangés, c'est la survie culturelle, économique et politique du continent qui est en jeu. Est-ce que le Burkina et ses voisins sauront transformer cette période de capture potentielle en renaissance souveraine? Ou allons-nous, fatigués, résignés, nous installer dans une nouvelle servitude, moins bruyante mais tout aussi radicale? Face à ce miroir tendu par la stratégie America First, il n'est plus temps de réagir, mais bien de passer à l'action collective, pour que demain, l'Afrique décide seule de ce qu'elle partage, de ce qu'elle construit et de ce qu'elle défend. L'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'affirmation collective de notre dignité et à la défense de notre flamme souveraine. Regardons la réalité en face. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas simplement la venue de quelques millions de dollars en échange d'un programme de santé. Ce qui se joue, c'est l'ADN même de notre avenir. Jadis, on venait pour nos terres. Ensuite, pour nos minerais et notre pétrole. Aujourd'hui, ce sont nos données, notre patrimoine génétique et biologique qui sont devenus les nouvelles mines d'or du XXIe siècle. Sous la bannière de stratégies comme l'America First Global Health Strategy, on veut nous faire croire à la générosité, à la main tendue. Mais regardez de plus près.
Ces fameux accords bilatéraux, signés trop vite, trop discrètement, transfèrent à l'étranger la matière première la plus précieuse qui soit, ce que nous portons dans notre sang, dans nos maladies, dans nos héritages familiaux. Pour 147 millions de dollars, le Burkina Faso n'achète pas la santé, mais hypothèque la souveraineté de ses enfants. Les entreprises américaines, elles, transformeront ces données en brevets, en vaccins, en médicaments qui, un jour, nous seront revendus à prix d'or. Le cycle est limpide. Nous livrons les ressources, ils gardent les bénéfices, et nous rachetons le produit fini à perte. Voilà le nouveau visage du colonialisme. Il n'a plus d'armée, mais il a des laboratoires, des serveurs et des contrats. Si nous acceptons ces deals, sans vigilance ni condition, nous risquons de perdre bien plus que de l'argent. Nous perdons notre pouvoir de dire non, notre capacité à choisir, à bâtir une industrie pharmaceutique africaine qui nous ressemble, qui nous respecte. Nous nous exposons à ce que demain, d'autres connaissent mieux la santé de nos populations que nos propres gouvernements. Imaginez une puissance étrangère qui comprend mieux nos gènes, nos faiblesses, nos résistances, que nous-mêmes. Ce n'est plus un partenariat, c'est une prise de contrôle, une vulnérabilité nationale, un risque de manipulation sur plusieurs générations. L'Amérique, à travers ce retrait progressif des cadres multilatéraux comme l'OMS, n'essaie plus de partager équitablement les fruits de l'innovation médicale. Elle cherche des têtes à tête pour mieux peser, pour signer des accords inégaux, pour isoler chaque État africain et lui faire accepter l'inacceptable contre quelques dollars. Mais il faut comprendre, 147 millions pour eux, pour un accès total à nos données, c'est un investissement minime, un prix ridicule pour obtenir les clés du royaume biologique du Sahel. Heureusement, on assiste à des signes de réveil. Le refus courageux du Zimbabwe et de la Zambie de troquer les secrets biologiques de leur peuple contre des chèques américains. Les tribunaux kenyans qui montrent que le droit peut être un bouclier face aux nouveaux pièges conditionnels. Les voix des dirigeants, parfois isolés, qui essaient de résister à la pression, de garder la tête haute, même quand le choix semble impossible entre la vie et l'humiliation. Mais ce réveil doit devenir un sursaut collectif. Seule, aucune nation africaine ne peut rivaliser avec le rouleau compresseur des multinationales et des superpuissances. Mais ensemble, unis, conscients de la valeur inestimable de nos données, de nos ressources et de la créativité de notre jeunesse, nous pouvons changer la donne. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas simplement refuser les deals toxiques, c'est construire nos propres laboratoires, avoir la propriété de nos bases de données, former nos chercheurs, exiger la transparence et la réciprocité. C'est aussi soutenir nos propres entreprises, investir dans les esprits brillants de la diaspora et du continent, transformer nos vulnérabilités en leviers de puissance. N'oublions jamais, chaque donnée biologique, chaque échantillon d'ADN, chaque soubresaut épidémique dans un village d'Afrique représente un potentiel de milliards pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Mais ce potentiel n'a de sens que si c'est nous qui en sommes les premiers bénéficiaires. L'erreur serait de croire que tout se joue dans les palais présidentiels. Aujourd'hui, la véritable souveraineté s'exprime aussi dans les tribunaux, dans les laboratoires, dans les rues, là où la société civile peut dire non, là où le peuple peut éduquer, veiller, résister. Ce qui se décide aujourd'hui, c'est l'Afrique de demain. Si nous laissons filer le contrôle de nos données, de nos ressources, de nos choix, nous signons pour une nouvelle dépendance, plus subtile, mais tout aussi lourde de conséquences que les chaînes du passé. Mais si nous nous dressons, unis et vigilants, si nous faisons corps pour défendre notre droit à décider, alors la balance du pouvoir peut basculer. Car ne vous y trompez pas, si l'empressement américain est si grand, si ces accords se multiplient, c'est parce que, justement, le vieux monde sent que l'Afrique se réveille, que la résistance s'organise, que l'alliance des États du Sahel peut inverser le cours de l'histoire. Washington ne craint rien tant qu'un continent maître de ses propres richesses, de ses propres données, de son propre destin. Soyons cette Afrique-là. Je m'adresse à vous maintenant. Si votre cœur bat pour la dignité totale de notre continent, si vous croyez que l'esprit de nos ancêtres est plus fort que toutes les devises du monde, alors joignez-vous à notre mouvement. Laissez un commentaire, je défends l'Afrique.
pour montrer que vous êtes là, que nous sommes nombreux, que personne ne nous divisera. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Réveillons nos familles, nos amis, notre diaspora. Soyons le bouclier, soyons la lumière, soyons la voix qui refuse qu'on efface notre avenir au nom de la générosité conditionnée. Le moment est venu de transformer la vigilance en action, et l'action en autonomie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de fierté, de sécurité, d'héritage et d'honneur. Ne laissons aucun accord, aucune stratégie, aucun dollar définir ce que sera notre destin. L'Afrique n'est plus un laboratoire. Elle est la pharmacie de son propre avenir. Restons forts, restons vigilants et restons fiers. Ensemble, écrivons l'histoire d'une Afrique qui n'accepte plus de compromis sur sa souveraineté. C'était votre hôte pour Africa Focus. À très bientôt et surtout, prenez soin de notre flamme.